tout le monde et bienvenue dans ce webinaire qui va traiter comme sujet la présentation des différents IPBX d'OpenVox. Donc on va essayer de faire un overview des produits, les caractéristiques spéciales de chaque produit, aussi essayer de voir la différence entre les différentes gammes de produits, quand est-ce qu'il est préférable de recommander tel ou tel équipement, bien sûr. Avant de commencer, voici, on peut dire, le table of content, donc notre sommaire d'aujourd'hui. Donc, on va faire une introduction. Ensuite, on va faire une présentation de OpenVox, la solution OpenVox et l'entreprise OpenVox. Ensuite, on va attaquer les deux types de séries qu'on a chez OpenVox. Donc, on a les OpenVox UC Series et on a les OpenVox entreprises. Donc, on va voir c'est quoi la différence et quand est-ce qu'il est souhaitable de proposer une solution ou une autre, un IPBX ou un autre. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien attirer votre attention sur notre plateforme qui est B2B Exchange. D'ailleurs, généralement, c'est depuis laquelle que vous avez fait l'inscription. Donc, c'est une plateforme qui est riche d'informations, qui permet de rassembler les différents acteurs dans le marché de business, soit des entreprises, ils trouveront un environnement des affaires et des opportunités, bien sûr, soit pour les apporteurs d'affaires, donc si un apporteur d'affaires a un projet ou bien un client à recommander, donc il peut s'inscrire sur le B2B Exchange et proposer l'affaire qu'il souhaite. Aussi, sans startup, il y a la partie des startups pour la relève, pour les entreprises en cours de création. Donc, s'ils souhaitent rejoindre une communauté solide et forte, on va le rajouter. Et aussi pour les investisseurs, ils ont une place pour avoir les opportunités, pour choisir s'ils souhaitent investir dans une opportunité ou une autre. Donc, si vous avez de l'argent et vous voulez investir dans un environnement, on peut dire, qui est un peu sûr, bienvenue dans la plateforme. L'introduction. Déjà, je me présente, je suis Lagraoui Hamza, je fais accompagner dans ce webinaire. L'introduction, un système téléphonique IP est constitué des téléphones SIP, voie IP, comme on dit, et le serveur IPBX, et c'est ce qu'on va traiter. Et le dernier point, c'est une passerelle voie IP. Alors le serveur IP, c'est lui sur lequel on peut mettre le point aujourd'hui, c'est le serveur IPBX. On peut dire c'est qu'il joue le rôle d'un serveur proxy, entre les clients SIP, ou bien des softphones, ou bien des téléphones matériels. Aussi, il peut s'enregistrer auprès d'un autre serveur IPBX, aussi pour faire la connexion de la gateway. Généralement, quand les utilisateurs veulent passer un appel, ils demandent à l'IPBX d'établir la connexion. L'IPBX possède un registre de tous les téléphones usagers et de leur adresse respective. Il peut connecter et router les appels, soit internes, soit externes. Les faire sortir soit via un opérateur voie IP ou bien via une passerelle voie IP. On peut dire que le moteur ou bien le système, la partie principale dans un système de téléphonie IP, c'est l'IPBX, c'est le cœur du système. Et toutes les fonctionnalités de la téléphonie, sont, on peut dire, centralisées sur ce point-là. Soit pour la partie reporting, soit pour la partie enregistrement des appels, soit pour la partie gestion des répondeurs automatiques, la gestion de nos lignes. L'IPBX, comme j'ai expliqué, c'est le cœur, ou bien on peut dire c'est la base du choix d'une solution téléphonique. Avant d'attaquer le sujet d'aujourd'hui, qui sont les IPBX d'OpenVox, j'aimerais bien faire une petite introduction sur la société OpenVox. C'est une société qui est établie à Shenzhen, en Chine. Elle est créée en 2002. On peut dire que leurs principaux atouts, ou bien leur principal argument de vente, c'est ils sont une société qui est innovante. Généralement, on peut trouver des fonctionnalités de plus, et aussi une gamme de produits qui peut être satisfaisante pour un ensemble de clients, soit pour des clients de petite taille jusqu'à des grandes entreprises. Il offre vraiment une panoplie très variée de la partie IPBX.
Donc, le premier, donc, les premiers types de IPVX qu'on va attaquer, c'est les UC Series. Donc, quand on dit les UC Series, c'est généralement, on a quatre IPVX. Donc, on a le UC 500, le UC 300, le UC 120 et le UC 500. Alors, on va détailler un par un, on va voir les caractéristiques et c'est quoi la différence entre les différents types, donc les différents modèles. Mais ce qu'il faut rester sur la tête, c'est que les UC Series, c'est des systèmes qui sont destinés soit donc, pour des petites entreprises, des moyennes entreprises. Quand je dis ça, donc on va pas trouver donc ils sont pas rackables. Il n'y a pas la notion de HA, donc ou bien de redondance de la partie donc alimentation. Donc on a les fonctionnalités téléphoniques nécessaires mais côté donc on peut dire entreprise ou bien séries des grandes entreprises, on va les voir dans une autre série. Donc on va commencer par attaquer le UC 120. Donc le UC 120, on peut dire c'est l'entrée de gamme des téléphones, des IPVX, donc OpenFox. Ce qu'il faut savoir que quand on dit que c'est UC 120, il y a plusieurs séries dans UC 120, bien plusieurs configurations souhaitables. Donc déjà, il faut noter que seulement par défaut ou bien la capacité max d'un UC 120, c'est d'avoir deux lignes, donc soit RTC, soit IFXS, ou bien une ligne pour faire une carte GSM. Donc quand on dit qu'il y a une place pour une carte GSM, on parle déjà de trois variantes. Donc on a un UC 120 avec des cartes GSM, donc soit GSM, soit LTE, donc la 4G, soit on parle de la WCDM. Donc les trois ils sont possibles. Aussi, on a des combinaisons côté donc les lignes fixes. Donc on peut avoir des lignes FXO. Donc quand on dit ligne FXO, c'est la ligne qui vient de l'opérateur. Et il y a aussi la possibilité d'avoir une ligne IFXS. Et quand on dit IFXS, c'est les lignes, donc ou bien c'est des ports destinés pour faire marcher. Donc ça peut jouer le rôle d'une passerelle avec un téléphone analogique. Donc on parle en total de 6 modèles donc de l'OpenVox, donc UC 120. Donc on a celui qui est avec une ligne fixe normale, une ligne IFXS, une ligne GSM. Le deuxième avec une ligne FXS, une ligne FXO, et au lieu de GSM, on a la partie LTE. On a encore deux lignes, donc IFXS, une ligne GSM. On a deux lignes FXO et une ligne GSM. Et on a deux lignes IFXS, une ligne LTE, et deux lignes donc, FXO et une ligne LTE. Il faut noter que le WCDMA n'est pas pris en charge dans le UC 120. Il faut aussi noter que, comme j'ai expliqué au départ, l'UC 120 il est vraiment destiné pour les petites entreprises ou bien pour les succursales, des petites succursales. Donc, s'il y a une entreprise qui a des succursales qui sont petites, donc là, c'est là où il est souhaitable de proposer l'UC 120. Déjà, l'UC 120, il a comme capacité max d'enregistrer donc 30 utilisateurs, donc on ne peut pas créer plus que 30 extensions sur le système. Il peut gérer jusqu'à 15 appels concurrentiels sur le codec 7511, donc on peut avoir 15 appels simultanés si on utilise le codec G7011, ou bien si on utilise le codec G729, on ne peut pas dépasser les 5 appels donc simultanés. Ça, c'est aussi très intéressant à savoir. Il faut aussi savoir qu'il y a un petit port audio sur audio interface sur la partie OpenVox. Donc, comme j'ai expliqué, il est vraiment à proposer pour des petites structures ou bien pour des succursales avec un nombre d'utilisateurs limité. Sur la partie donc réseau, il n'est pas en gigabit, donc il est en 10 à 100 mégas, donc il est 10 en basse T. Et donc il peut supporter les températures normales, donc on parle de 0 Celsius jusqu'à 45. Et aussi donc un taux d'humidité qui est très intéressant, donc il peut passer de 10 à 90%. Il faut juste noter que il est préférable bien sûr de l'avoir dans un environnement qui n'ait pas trop de problèmes de température ou bien de poussière ou quelque chose comme ça. Aussi,
En matière de stockage, on peut stocker sur des températures plus intéressantes. Donc, on peut parler de moins 20 degrés Celsius jusqu'à 80 degrés Celsius. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Pour la partie ou bien la notion donc, des fonctionnalités de base de la téléphonie, on peut trouver sur l'UC120 la majorité des fonctionnalités nécessaires. Donc, on a les différents protocoles SIP, donc soit over UDP, donc soit over TCP, soit over TLS. Donc, on peut avoir le SIP et le secure SIP sur ce petit boîtier. On peut avoir la partie aussi RTP, SRTP, et aussi il peut supporter la connexion via un VPN, donc PPTP. Aussi, il supporte les différents codecs, donc soit le G711, soit le G723, donc la majorité des codecs ils sont supportés. Par défaut, il a la notion donc, de suppression de silence et donc il est la détection aussi de la voix et aussi bien sûr le echo canceller, donc il peut faire bien sûr avec un maximum de 128 millisecondes. Donc on peut dire que c'est vrai que c'est l'entrée de gamme, mais on peut trouver tout ce qui est nécessaire pour faire marcher un système de téléphonie IP sans problème. Bien sûr, on a les tonalités, donc suivant si on souhaite avoir le tone donc de code dial, donc quand vous êtes en train de taper le numéro, quand vous êtes occupé, on a une autre tonalité, et quand ça sonne, on a une autre tonalité, donc on a cette notion-là, on peut l'avoir. Sur la partie mobile, donc comme j'expliquais, il supporte le GSM sur les 4 bandes et l'LTE aussi sur les 4 bandes. Il n'y a pas de souci sur ce point-là. Aussi, comme donc service IP ou bien de téléphonie IP, on parle de la partie transfert d'appel, soit conditionnel, soit non conditionnel, donc soit avec réponse, soit sans réponse. Donc on peut dire pour les gens qui disent non, donc soit avec surveillance ou sans surveillance. Donc on peut faire le call forwarding. On a aussi la partie de le mettre en attente. On a le transfert d'appel qu'on peut comme j'ai expliqué, l'activer. Et on a aussi, si on a par exemple un groupe d'appels, on peut activer le pick-up, la notion de pick-up. Donc quelqu'un il peut prendre l'appel qui est destiné à un autre, bien sûr s'il a les droits. Et on a aussi la possibilité d'avoir la notion, de configurer de la notion hotline et la DND. Donc la majorité, comme j'expliquais, des fonctionnalités nécessaires de base. Et on peut les trouver sans problème. Il y a aussi la notion de conférence, donc très partie. Donc on peut avoir, pour configurer une conférence. Sur les ports, donc FXO, FXS, donc comme j'explique encore, il peut supporter surtout, moi si on s'adapte au marché africain, au marché marocain, donc la majorité des protocoles de l'opérateur, il y a pas de souci. Et on a aussi la possibilité de changer donc la musique, de choisir les bonnes routes à faire. Si on veut avoir un plan de numérotation, on peut bien sûr l'appliquer. Chaque FXO, on peut bien sûr, puisqu'on a 2 ports, donc on peut pour chaque port définir une destination souhaitable. On peut avoir un multilanguage IVR, donc on peut avoir un système de répondeur automatique sans souci. Donc il y a aussi un petit storage qui est disponible pour la partie, donc si vous souhaitez sauvegarder ou bien enregistrer les appels, mais bien sûr, comme j'ai expliqué, on parle sur un truc limité. Et sur la partie management et maintenance, donc on peut le manager directement via l'HTTP. On peut faire l'update dans notre firmware, soit via l'HTTP, soit via l'FTTP, il n'y a pas de problème. On peut y accéder, donc on peut modifier les passwords, ils sont modifiables, il n'y a pas de souci sur cela. On peut avoir côté reporting, donc la partie CDR aussi. On peut avoir le reporting des appels journaliers. On peut avoir un trafic, donc des statistiques sur le trafic réseau sur le boîtier. Et aussi, on peut dire les éléments nécessaires pour faire des tests. Donc, on a le ping et le trace route de test pour savoir ce qu'il y a un souci ou bien sur les ports réseau. Et aussi, on a la notion, on peut avoir la synchronisation du temps. Donc ça peut se faire sans aucun problème. Donc, avant de quitter ce point et avant de passer aux autres séries,
il faut noter que aussi on peut faire la notion plug and play. Donc, il est en mode PNP. On peut avoir le PNP sur les petits téléphones. Donc, ils sont directement détectés. Vous le cochez, vous les assignez à des extensions. Donc, vous pouvez être connecté en interne. Donc, il peut le gérer comme j'ai expliqué sans problème. Il faut juste se rappeler de la notion qu'il est limité donc à 30 appels simultanés au maximum, à 15 appels simultanés au maximum, et pour la création de 15, de 15 appels en simultané. Donc, c'est principalement ce qui concerne donc le IC120. Là, maintenant, on va passer à d'autres séries, c'est les UC300 et les UC500. Là, on est dans une gamme moyenne. On parle sur des boîtiers donc, qui sont plus solides, qu'on peut mettre sur n'importe quel environnement, qui peut être mis même dans des grandes entreprises. C'est juste que si on souhaite avoir la haute disponibilité avec une redondance donc, d'alimentation, ou bien si on souhaite avoir des produits rackables, c'est pas donc ils sont pas destinés à ça, mais si on souhaite les faire marcher pour une moyenne entreprise ou bien pour une grande entreprise, ils peuvent marcher sans problème. Alors on va attaquer comme on a fait pour le UC120 les différents points de force de ces produits-là. Donc on va commencer par le UC300. Donc, ce dernier qui est donc, principalement, il peut avoir 2 ou 4 ports, il n'y a pas du GSM. Alors, le point qu'il faut noter que sur les séries, donc les UC séries, le seul boîtier qui a la notion d'avoir donc un GSM et un FXO, ou bien GSM ou un FXS, c'est seulement donc le UC120. Le UC500, le UC300 et le UC 501, donc ceux-là, ils proposent de la combinaison IFXS, IFXO seulement. Donc, comme j'ai expliqué, on va attaquer le UC300 et le UC500. Donc, on les a mis dans le même slide parce que principalement, sur toutes les fonctionnalités, elles offrent les mêmes fonctionnalités. Donc, la différence, c'est principalement sur les ports qu'ils proposent. Donc, on a le UC300, on peut parler de encore 6 variables de l'UC300. Donc, la première chose, c'est que ce qui est commun chez tous les UC300 et UC500, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un nombre illimité d'utilisateurs. Donc, il n'y a pas de limite comme l'UC120 qu'on ne peut pas dépasser 30. Déjà, ça. Sur la partie maximum donc d'appels en simultané, c'est 300 sur le codec G711 et jusqu'à 100 sur le G729. Donc, comme je t'expliquais, on peut les dimensionner pour des grandes entreprises. La différence qu'il a entre les versions, donc pour le UC300, on a les UC300 qui ont seulement 2 ports. Pour cela, on a le UC300 A11 EM1 qui peut supporter un port FXS et un port FXO. On a le UC300 donc, A2 EM1 qui peut supporter donc 2 FXO. Et on a le UC300 donc 11EM, lui aussi, il peut supporter un IFXS et donc un IFXO port. Et on a le UC donc A02EM2, donc la version 2 qui peut supporter 2 donc FXO. Pour la partie 4 ports, donc on a déjà on a l'UC300 qui peut A14EM1 qui peut supporter un IFXS et jusqu'à 4 FXO port. Et on a le UCM 300 A14 EM2 qui peut supporter aussi donc un IFXS jusqu'à 4 ports. Donc comme vous voyez, on ne peut pas avoir un UC300 avec 2 ports FXS. On a la position max de 1. Et par contre, sur la partie FXO, on peut atteindre jusqu'à les 4 FXO. Et sur l'UC500, on a 3 variantes. Donc on a le A202N2 qui peut supporter donc 2 IFXS ou bien 2 FXO. Le UC500 A44EM2 donc il peut supporter soit 4 IFXS soit 4 FXO. Et on a le UCM A08 donc M2 donc qui peut atteindre jusqu'à 8 ports FXO. Donc encore une fois, elle est très utile dans le cadre où on a le multi.
Il faut noter que ces lignes-là, c'est les lignes qu'on peut connecter directement sur le boîtier, mais rien n'empêche de connecter autre passerelle. Donc, si par exemple on a des lignes qui dépassent le nombre qu'on a, donc par exemple on a 10 lignes FXO, donc des lignes RTC, on peut prendre le UC508 et prendre une gateway qui peut supporter deux lignes fixes. Si on a besoin du GSM, puisque ça n'existe pas sur cette version-là, on peut avoir une passerelle GSM, aussi pour le PRI ou bien le BRI, donc rien n'empêche de connecter les boîtiers UC300 et même UC120, je ne sais pas noter ça dans le produit UC120, mais soit sur le UC120, soit sur le UC300, bien les différents types donc, de IPBX, on peut toujours connecter une passerelle. Dû à quoi? Dû à, puisque ces boîtiers-là, ces PBX-là respectent la notion SIP, le passerelle, donc la passerelle, il respecte aussi le protocole SIP, on peut les interconnecter, bien sûr, sans problème. Alors, il faut noter aussi que sur le UC300, le UC500, on peut mettre en place des fax, donc la gestion de fax sans problème. Il y a la notion de gestion de fax par utilisateur, donc pour un utilisateur, on peut lui donner un compte et il peut envoyer des fax sans problème, envoyer et recevoir des fax. Ça, c'est très intéressant. Certes, ces produits-là encore, on peut avoir le UDP, TCP, donc soit l'UDP sur TCP, soit le TLS, soit le CRTP, donc on peut avoir le Secure SIP ou bien la partie sécurité sans problème. Les codecs, donc il y a la majorité des codecs principaux donc des opérateurs, donc on parle de soit du G711, soit du G720, donc G723.1, 126, donc la partie GSM, ADPCM, donc la majorité des protocoles qui existent sur donc, le marché. Donc on a aussi la partie des TMF qui est standardisée et qui respecte le protocole. Toujours pour la partie LAN et pour la partie WAN, on dépasse donc pas la notion d'avoir donc le 100 mégabits. Il faut noter que le port WAN existe seulement sur les versions 2, donc toutes les versions A11M1, A02M1 ou bien A14M1, ils n'ont pas un port WAN, donc les ports WAN c'est pour les versions 2. Il faut noter aussi que sur les services, on peut avoir du DHCP, du VPN, du firewalling, et aussi on peut le connecter directement comme un bridge donc pour l'UC300. Donc ça, on ne peut pas le faire pour les grandes entreprises, mais pour par exemple les moyennes et les petites entreprises, on peut mettre un UC300, il peut jouer le rôle donc, de distributeur de DHCP. Il y a aussi pour jouer un rôle de filtrage et aussi on peut le connecter directement donc en mode bridge avec l'opérateur. Donc ça, c'est très intéressant. Comme j'expliquais, il supporte le protocole T38 pour la partie sans souci. On a aussi, on peut mettre du stockage externe, ce qu'on ne peut pas avoir sur la partie UC120. Donc sur l'UC300 et l'UC500, on peut avoir, on a un slot donc, où on peut mettre une carte SD et il peut gérer une carte SD jusqu'à 128 Go, donc sans aucun souci. On a une place pour un port USB, donc le port USB il est très intéressant dans les cas du sauvegarde, donc la sauvegarde des configurations, dans l'update du firmware, si vous voulez updater un firmware donc, local, donc il est très utile pour copier les enregistrements des appels, donc pour gérer donc, la partie stockage. Donc, pour la partie operating temperature, donc encore on parle sur des températures qui sont intéressantes et qui peuvent être très utiles donc, dans le marché. Ça, c'est côté spécification technique. Pour la partie donc, fonctionnalité, toutes les fonctionnalités qu'on a mentionnées dans la partie donc, UC120, ils sont utiles. Donc, on a principalement donc, il supporte la partie SIP et la partie IAX2 sans problème. Là, les appels vidéo, donc on peut avoir des vidéocalls en HD sans problème. On a encore l'écho canceller, donc on peut avoir une suppression de l'écho sans souci. On a la possibilité d'avoir des extensions par privilège, donc on peut avoir des privilèges, par exemple, pour chaque extension, on a un privilège, et ce privilège-là va lui permettre, est-ce qu'il a le droit d'appeler l'externe, il n'a pas le droit d'appeler l'externe. On peut créer
des privilèges par extension. Est-ce qu'il peut appeler l'interne? Est-ce qu'il peut appeler l'international? Il ne peut pas appeler l'international. Donc, on a vraiment un environnement qui est donc un choix d'extension qui est très riche. Aussi, on peut recevoir des notifications sur des événements, par exemple, sur s'il y a un service qui tombe en panne, s'il y a un port qui crache. Donc, on peut avoir des notifications sur ça. Les UC300 et les UC500, tous les deux supportent la partie backup et restore. Donc, on peut les restaurer, les backuper, on peut y accéder à distance pour gérer. Donc, sans problème. On a aussi la notion hot standby. On peut la faire. On a le secure site, comme j'ai expliqué au départ. Donc, on peut avoir le secure site. Pour la partie sécurité, il y a le minimum nécessaire donc qu'on aura besoin. Il y a aussi la notion de zéro config ou bien la configuration automatique des IP phones. Ça aussi, on peut le faire sans problème sur le UC, donc 300 ou bien le UC500. Et pour la gestion donc, des appels entrants, des appels sortants, on a une flexibilité qui est donc très intéressante. On peut gérer soit via DID, sans DID, donc il peut supporter les différents donc, routes possibles ou imaginables. Il y a aussi la notion de blacklist, donc on peut blacklister des IP dangereuses. Automatiquement, lui, s'il détecte qu'il y a une fraude ou bien une utilisation anormale donc, du trafic, il peut bloquer et blacklister l'adresse IP. Comme ça, on a encore la sécurité. Il y a là aussi, on peut régler les routes, les appels et ou bien surtout donc, les répondeurs automatiques via des conditions de temps. Donc, on peut choisir sur chaque horaire, on peut avoir donc, une condition ou bien une structure à part. On a aussi la notion d'avoir un répondeur automatique, donc avec un AVR qui est très riche. Donc, ça aussi, on peut l'avoir sans problème. Et il a aussi un LDAP service et le Wake Up service, donc on peut le faire démarrer à distance sans problème. On a la notion aussi de conférence call, donc sans problème, on peut avoir plus qu'un appel, plus qu'un intervenant dans un appel. Il y a la notion aussi de le callback, donc qu'on peut programmer. Et on a la notion de l'enregistrement des appels. Si, donc on peut enregistrer nos appels. Comme j'ai expliqué, il y a une possibilité de faire une extension donc, de stockage pour arriver jusqu'à 128 gigas, donc une capacité qui est très intéressante, surtout que la voix ne consomme pas beaucoup en termes de data, donc on peut avoir un nombre qui est très intéressant donc des appels enregistrés. Il y a la gestion de musique d'attente, donc on peut choisir nos propres musiques d'attente, mettre en place la personnaliser sans problème. Il peut, alors, comme j'ai dit au début, le UC120, il supporte que le VPN via le PPTP. Par contre, le UC300 et le UC500, ils supportent le multiple VPN, donc soit via OpenVPN, via L2TP ou bien L2M, via SSTP, sans problème. Il a une API qui est donc ouverte, donc on peut, si on souhaite rajouter des modules, donc bien sûr c'est Astérix, c'est basé sur Astérix, donc sinon vous souhaitez ajouter des modules, on souhaite par exemple l'intégrer avec des CRM, on a une API qui permet de faire ces intégrations-là. On a la notion click to call et aussi il supporte le WebRTC qui peut être utile pour faire des appels ou bien des visioconférences donc internes. Donc c'est vraiment, comme j'expliquais, on peut le faire on peut le dimensionner ou bien le proposer pour des grandes entreprises. On a aussi les rapports CDR qui sont très importants, donc on peut avoir qui a appelé à quelle heure, qui sont les appels perdus, les appels qu'on a pu récupérer. Donc si on souhaite par exemple programmer des rappels, on peut télécharger les appels donc ratés et vous pouvez les rappeler. Il y a aussi la possibilité de programmer une gestion, donc on peut dire de taxation. Donc on pouvait avoir un rapport sur la facturation, bien sûr l'utilisation du minuterie, bien l'utilisation de la téléphonie. Et bien sûr, on a une voicemail, donc on peut avoir une messagerie vocale sur le UC300. Et il a un email serveur, donc il est très nécessaire. Déjà, comme j'expliquais au départ, le UC300 et UC500, ils peuvent nous envoyer des notifications en cas de souci, en cas de problème. Donc, ils vont se baser sur ce email serveur. Et on a aussi la partie anti-spam.
Et comme j'expliquais, il est très intéressant de savoir que le UC300, il peut gérer le fax to email et le email, donc, et le email to fax. Donc, on peut gérer automatiquement les fax. Donc, si on a un fax qui arrive sur LinkedIn, il va être envoyé directement par mail vers l'extension souhaitée ou bien qu'on peut choisir. À noter que pour l'utilisateur, il peut y accéder avec un compte. Donc, il n'est pas obligé d'avoir un compte administrateur pour gérer ses fax et pour les envoyer surtout. Et on peut envoyer les emails directement depuis les UC300 et les UC500. Donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, comme j'expliquais, pour la partie user, donc elle est illimitée, mais généralement, on parle d'une limite de jusqu'à 800 extensions qu'on peut enregistrer. Donc, comme j'expliquais dans un petit boîtier, ça, c'est vraiment, c'est là, c'est le point fort comme j'explique au début de OpenBox. Donc, c'est les principaux donc, atouts de les boîtiers UC300 et UC500. Donc, le point prochain, c'est le UC501. Donc, là encore, on parle d'un boîtier dans les UC Series. Donc, c'est toujours dans le cadre pour des petites entreprises ou pour des entreprises qui souhaitent avoir un bon boîtier. Donc, la différence principale entre le UC300, UC500 et le UC501, c'est la possibilité d'avoir de changer la carte donc, de UC501. UC501, c'est un UniPBX qui est modulable. Quand on dit modulable, c'est qu'on peut mettre en place nos propres modules. Donc, il peut atteindre soit 8 FXS, chose qu'on ne peut pas trouver sur les UC. Donc, comme on a vu tout à l'heure sur les UC300 et les UC500, là, on peut avoir un port qui peut atteindre jusqu'à l'UC, donc jusqu'à où ils appellent. Donc, toutes les fonctionnalités donc, principales de la téléphonie qu'on a discuté, on peut les faire. On peut avoir un recording donc, point GSM jusqu'à 86 000 minutes. Donc, c'est vraiment un truc qui est très intéressant. Donc, lui aussi, il peut supporter les protocoles TLS et SRTP donc, pour avoir les appels sécurisés sans problème. Les différents codecs sont supportés, donc le G711, G720, l'Opus, l'AMR, donc là, vraiment la partie H aussi, donc H263 ou bien le H263P, le H264, le G723, le G526 et le G729, ça aussi on peut le supporter sans problème. Toujours pour les lignes LAN et WAN, on ne peut pas dépasser, on connaît sur une 10-100 base B, donc on ne dépasse pas les 100 mégas. Et la partie UPS, donc, on peut elle est removable, donc elle est mobile, on peut l'enlever. Il a aussi la notion de firewall, donc on peut gérer la partie firewall avec lui. Et aussi, comme les UC300 et les UC500, il peut supporter donc, la gestion de fax via la réception des fax, puisqu'il peut accepter le protocole donc, T38. Et pour la partie stockage, donc on peut avoir du stockage qui peut atteindre jusqu'à 128 Go sans problème. Lui aussi, on a la possibilité donc d'avoir un port USB sans problème. Donc c'est très intéressant sur ces points-là. Sur le côté features, donc toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver sur le UC300 et qu'on a discuté sur le UC300 et le UC500, on peut les trouver. Notamment la gestion de fax, notamment donc par contre là ce qu'on peut ajouter aussi c'est la notification en cas d'appel en absence, on peut l'avoir. On a un phonebook qui est donc on peut dire plus riche sur le IC501 et on a aussi donc ce qu'on n'a pas mentionné, donc on a la notion des follow me et des groupes, donc la gestion de file d'attente qu'on peut faire sur ce boîtier-là. Donc, avec des stratégies, donc quand on parle de follow me, donc ça veut dire qu'on peut mettre en place trois extensions, en sorte que si la première extension n'arrive pas à joindre, donc à répondre à l'appel, ça va basculer vers le deuxième. Si le deuxième ne le fait pas, on peut basculer le troisième, donc on peut faire ces gestions. On a la notion link group, donc quand on parle link group, c'est un ensemble de téléphones qu'on va mettre en place pour que ça sonne chez eux tous s'il y a un appel entrant.
Et on a aussi la gestion de queue qui peut être très utile si on a un nombre de collaborateurs qui vont répondre à des appels. Et donc la queue va dispatcher les appels selon la disponibilité des agents. Donc ça aussi, c'est un point qui est très intéressant sur le UC 120, donc le UC 500. Donc comme vous voyez, c'est un boîtier qui est très intéressant à utiliser. Lui aussi, donc il peut supporter jusqu'à 300 appels simultanés. Par contre, pour les extensions, on a dit que pour le UC 500, le UC 300, c'est 800 utilisateurs, 800 extensions. Pour le UC donc 5001, on peut atteindre les 1000 extensions sans problème. Donc encore, on parle pour un petit boîtier qui peut vraiment gérer donc jusqu'à 86 000 de temps d'enregistrement, qui peut y avoir les fonctionnalités de base d'un centre d'appel, donc la partie avoir un répondeur automatique, avoir une notion de file d'attente, un groupe d'appels sans aucun souci, la gestion de fax, donc on peut gérer le fax depuis, on peut gérer jusqu'à 8 lignes sans problème, et on rajoute sur ça la notion qui peut supporter jusqu'à 1000 extensions. Donc on peut parler pour un boîtier qu'on peut mettre dans une grande entreprise sans aucun souci. Les mesures de sécurité de base, ils y sont sur le boîtier, donc le Secure SIP, la notion de cryptage sur le UTP ou bien sur le RTP, ça aussi, ça peut passer sans problème. Comme j'explique au départ, rien n'empêche que si on a des catégories, des types de lignes qui ne sont pas supportés sur le UC 101, de le connecter sur une gateway qui bien sûr respecte le protocole standard. Donc, et sur l'OpenVox, on peut trouver les différents gateways, soit pour gérer le GSM, soit pour gérer le FXS, le FXO, ou bien pour gérer l'accès primaire, donc le E1 sans aucun souci. Donc, donc aussi pour la notion donc de UC 101, un plus qu'il a par rapport à la UC 300 et le UC 500, c'est que le bloc alimentaire il est séparé, on peut le changer, on peut l'enlever, et c'est très important ça pour la partie maintenance, pour la partie gestion, et aussi en cas d'avoir un souci sur un boîtier. Donc ça concerne principalement la partie UC 101. Maintenant, on va passer à les OpenVox entreprises, donc séries. Donc, c'est des séries qui sont destinées pour les grandes entreprises ou bien pour les entreprises qui souhaitent avoir une sécurité de plus côté, par exemple, ordonnance alimentation, qui souhaitent avoir un boîtier qui est rackable, et aussi, on va voir, qui souhaitent avoir un IPVX qui intègre des accès primaires, chose qu'on ne trouve pas sur les autres. On va voir, il y a beaucoup de combinaisons. Donc, on parle principalement de trois catégories, donc ou bien de trois boîtiers. Donc on a le OpenVox iX160p, ou bien le iX160, on a le OpenVox iX140 et le OpenVox iX240. Donc on va commencer par attaquer le iX donc 1610. Donc c'est un boîtier qui est très intéressant pour gérer tout ce qui est donc donc il est très intéressant pour comme j'ai expliqué pour les grandes entreprises. Donc principalement quand on parle ou bien quand on parle du iX160, donc c'est un boîtier qui a 19 pouces donc de large sur une seule unité. Donc il est rackable sur une unité sans aucun problème. Elle est aussi sur 19 pouces, donc elle est standard avec les différents, donc, ou bien les armoires donc, normales qu'on trouve sur le marché sans aucun souci, bien sûr. Donc ça, c'est pour la partie, on peut dire design, et pour la partie donc, matériel. Donc il est aussi testé pour être donc optimal sur donc des environnements de production sans souci. Donc on peut le mettre dans un rack, il suffit juste d'assurer la climatisation nécessaire, il va tourner sans aucun problème, sans aucune interruption. C'est principalement les X160, ils sont définis ou bien dédiés pour des entreprises qui ne souhaitent pas avoir une rupture donc,
de service ou une interruption de service. Donc, ce boîtier-là, il peut donc accepter jusqu'à 2 cartes OpenVox, donc PCIe. Donc, quand on dit une carte OpenVox PCIe, c'est le même cas quand on a discuté sur le UC 501. C'est les cartes qu'on peut mettre, c'est les cartes donc, des gateways qu'on peut mettre sur les IPVX. Donc, et bien sûr, il faut penser à toutes les combinaisons possibles. Donc, on peut avoir des combinaisons donc, pour des IFXS et des IFXO. On peut avoir des combinaisons pour l'accès de base et bien sûr pour l'accès primaire. Donc, on peut avoir une combinaison de tous ces points-là. Donc, alors, ce que ça va nous donner, donc on peut avoir un IPVX avec 4 FXO par exemple, et une carte BRI, avec une accès de base et une accès primaire, avec 2 accès primaires, 2 accès de base, ou bien avec oui, FXS, FXO, sans aucun problème. Donc, le X donc, 160 ou bien le X 160p, ils sont aussi la notion donc, qui vient avec les différents donc, protocoles de la téléphonie donc, qu'on utilise donc, principalement, soit c'est le G711, donc, soit le ELO, soit le MicroLO, le G722, le Opus, donc vraiment les différents protocoles utilisés sur le marché. Donc, par contre, ce qui se rajoute aussi, donc, à part donc, qui supporte le protocole SIP, le protocole IX2, ça, il n'y a pas de souci. Et on a aussi la notion d'annulation donc, des coûts, mais aussi on a la notion donc, d'avoir un user portal. Donc, pour l'utilisateur, il peut y accéder à son extension sans aucun souci. Donc, on a aussi la notion, donc, elle est très simple et vraiment pour la partie configuration, elle est simplifiée et elle est mise, donc, on peut dire, pour simplifier la tâche pour donc, les administrateurs. On peut avoir un ensemble des extensions avec des privilèges. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Donc, on a la notion de gestion de privilèges des extensions. On a aussi un système d'administration monitoré. Donc, on peut avoir une surveillance sur les appels entrants, les appels sortants, sur l'état actuel des cartes, donc des cartes réseau, des cartes donc, de l'interface. On peut recevoir des notifications s'il y a un cas de souci. On peut bien sûr effectuer des sauvegardes et des restaurations sans aucun problème. On a aussi la gestion à distance sans problème. Il peut supporter la notion de VLAN, chose qu'on ne peut pas trouver sur, comme j'expliquais, et les dédiés aux entreprises qui ont une architecture de réseau un peu complexe, donc il peut supporter le VLAN. On peut activer du routage statique sur ce boîtier-là, et bien sûr, on peut avoir un serveur DHCP, donc il peut jouer le rôle d'un routeur d'accès ou bien un routeur d'interface sur un réseau d'entreprise. On a aussi la notion secure, donc SIP ou bien la partie SRTP sans problème. Là aussi, on a la notion de support des VPN, donc soit sur le OpenVPN, le I2TP, le N2N ou bien le SSTP sans problème. Un autre point qui est très intéressant et comme on a expliqué, il est vraiment convivial côté donc installation et côté gestion, on a la possibilité d'importer ou bien d'exporter des extensions. Un autre point qui est très intéressant, c'est le C-Forking. Donc sur le UC, donc sur le X160 ou X160p, on a la notion de C-Forking. Quand on parle de C-Forking, c'est que on peut configurer une extension sur un softphone, sur un téléphone. Si on sonne sur cette extension-là, ça va sonner sur les deux en même temps. Il peut les gérer sans problème. On a la notion aussi toute la partie donc transfert d'appel ou bien donc, soit externe soit vers l'interne, ça sans problème. On a la notion de mettre en attente qu'on peut configurer sur les transferts. Donc on peut transférer soit en aveugle soit en supervisé, ça aussi on peut les faire sans aucun souci. On a aussi la possibilité des notions donc de faire de follow me, donc comme j'expliquais au début, de suivre une extension là où il est, on va appeler la première, la deuxième jusqu'à
ce que ça répond. On a la notion de groupe d'appel, donc on peut définir des groupes d'appels sur lesquels ça va sonner, donc en même temps l'appel sans aucun problème. Et on a la notion aussi d'une file d'attente, donc on peut gérer des files d'attente. Quand on parle de file d'attente, c'est un système qui vous permettra de gérer plus que votre capacité. Donc si vous avez par exemple 2 agents, mais votre système téléphonique il peut recevoir, donc vous avez jusqu'à 4 lignes, donc les 2 agents ils sont occupés, ils sont en appel, les 2 autres clients ils sont dans la file d'attente, ils attendent leur rôle pour être traité par un collaborateur. Il faut noter aussi que quand il est en attente, donc ça sonne pas, il est dans une file d'attente, il est répondu par le système, il est pris par le système. Par contre, dans les groupes d'appel, ou bien quand on a le double appel, c'est qu'on est bien sûr bien limité à la capacité de l'opérateur. Par exemple, si l'opérateur ne tolère pas qu'une sonnerie dépasse les 30 secondes, dès que quelqu'un vous appelle, il dépasse les 30 secondes, c'est l'opérateur qui va couper la ligne. Par contre, quand on a une file d'attente, une queue, donc l'appel, elle est accepté par le système, elle est répondue, et là, il peut écouter une musique d'attente, une musique pour la file d'attente, et on a ou bien un spot publicitaire, il y en a, pourquoi pas, ou bien dès qu'il y a un agent qui est libre, il va le prendre, donc, et là, on peut dire qu'on a une optimisation dans la gestion des clients. Aussi, le iX donc 160, il peut supporter l'auto-provisioning donc des téléphones sans problème, et bien sûr, on parle d'une flexible, donc il est très flexible sur la gestion des routes in et des routes out sans aucun problème. Donc on a aussi la gestion donc des blacklists, donc on peut avoir comme le UC300, le UC500, le UC501, une liste des lignes qu'on souhaite blacklister ou bien qu'on souhaite ne pas communiquer avec pour une raison de sécurité. On peut aussi, il supporte le blacklistage ou bien on peut dire l'interdiction ou bien les restrictions des appels vers l'extérieur sans aucun problème. Donc on a aussi la notion de l'auto, donc le deuxième condition, donc il peut gérer les conditions d'appel sans aucun problème. Donc si on souhaite avoir des appels dépendants sur le temps, on a la gestion d'AVR, le phonebook, un LDAP service sans problème, on peut gérer les conférences, on peut avoir le callback et le call parking sans problème. Et on a aussi la gestion de pagines et bien la gestion des intercoms. Ça aussi, on peut les avoir sur le iX160. On a l'enregistrement des appels qu'on peut avoir sans aucun problème. On peut customiser ou bien pour les annonces par défaut du système, tout ce qui est occupation de ligne, boîte vocale et tous les messages sont personnalisables. Bien sûr, la musique d'attente aussi, elle est personnalisable. Et là encore, on parle d'un système qui a une API qui est open, basée bien sûr sur Asterisk. Il peut accepter les click to call, la gestion de webphone, donc ça c'est très intéressant. On a aussi, on peut mettre en place des ACL pour contrôler donc le réseau. Il supporte les appels vidéo, donc on peut avoir des appels de conférence vidéo. Puisqu'il supporte les intercoms, on peut avoir de l'intercom vidéo sans aucun problème. On peut avoir la gestion des messages donc instantanés, donc SIP, la gestion de boîte vocale, la notification, donc il peut envoyer des notifications, c'est on a un appel qui est donc appel en absence sans aucun problème. Et bien sûr, il peut gérer, donc il peut être jouer le rôle d'un SMTP, donc email, ça sans problème. On a la notion anti-spam et la gestion du fax to email, il existe sans aucun souci. Donc vous pouvez envoyer, donc recevoir directement les fax dans vos emails et vous pouvez les envoyer depuis l'interface. Et là aussi la notion, donc il a, on peut dire, les services d'hôtel, les services d'alarme, donc vous pouvez, des réveils, je veux dire, donc vous pouvez programmer des réveils directement sur le téléphone. Bien sûr, la partie reporting détaillée ici, donc vous pouvez avoir qui vous a appelé sur une plage de date, qui vous a appelé, les appels perdus, les appels pris, et bien sûr les appels abandonnés. Donc, et on a aussi la gestion de taxation qu'on peut faire sur le iX160P. Donc ça, c'est très intéressant. On a aussi la notion de ce qu'il peut supporter en termes de ligne. Comme j'ai expliqué, il peut supporter des câbles. Donc, on peut avoir jusqu'à 48 ports analogiques, donc soit 48 ports donc FXO ou bien FXS.
On a jusqu'à 8 ports d'accès de base. Il peut gérer jusqu'à 8 BRI et il peut gérer jusqu'à 4 jusqu'à 4 termes. Par contre, sur le iX160P, on peut atteindre jusqu'à 16 accès primaires. Sur les capacités des utilisateurs recommandées, donc là on parle pour être géré, recommandé avec les environnements, quand on parle de l'environnement d'entreprise, le recommandé c'est 200 utilisateurs sur le iX160 et 1200 utilisateurs, on parle de 1200 utilisateurs sur le iX160P qui peut gérer sans problème. On a aussi la notion des appels en concurrence qui est sur le iX160, on parle de 600 concurrent call sur le protocole G711 ou bien jusqu'à 200 sur le G729. Par contre, pour le IXP, on a 1600 concurrent call sur le G711 et jusqu'à 800 concurrent call sur le G729. Donc là, on parle bien sûr sur des appels simultanés qui sont difficilement atteignables, surtout sur des marchés européens. Donc c'est vraiment suffisant pour une entreprise, moyenne ou grande entreprise, il peut être très utile. Donc la capacité encore qui est recommandée, c'est 120 appels sur le iX160 et 600 appels sur le iX160P. Bien sûr, comme j'ai expliqué, il peut supporter tous les protocoles. Et pour la partie, les ports réseau, là, on parle des systèmes qui peuvent gérer jusqu'à, on peut avoir le 1000T. Donc, on n'est plus sur la 10-100 mégas, donc on peut atteindre le gigabit sans aucun souci. On peut avoir un petit UPS, qui est optionnel. Bien sûr, on peut avoir encore en option la redondance comme j'ai dit au départ, les versions, quand on parle dans version entreprise, on parle d'une redondance, on parle d'un système qui est stable, qui doit être exploitable même en cas de maintenance. Donc là, on peut avoir un système avec deux alimentations. On a aussi la partie USB, soit 2.0, il supporte aussi le 3.0 sans aucun problème. Sur le iX160, on a deux USB de 2.0 et sur le iX160P, on a deux USB de 3.0. Donc sur la consommation, je vous laisse voir les caractéristiques techniques, les datasheets. Bien sûr, comme j'ai expliqué, l'interface via le web et vous pouvez avoir un display HDMI sans aucun souci. Et là encore, quand on parle des fonctionnalités de sécurité, ou bien des fonctionnalités pour la gestion de sécurité côté disponibilité. On peut avoir, comme vous expliqué, un UPS, un petit, on peut dire un petit système qui peut gérer une coupure d'alimentation qui est micro, des micro coupures ou bien des coupures qui ne tardent pas beaucoup. Donc il y a un UPS qui est intégré. Aussi, on peut avoir un RAID 1, on n'est pas obligé de rester sur le RAID 0, on peut configurer le RAID 1 et donc là, ça veut dire que si on a le RAID 1, s'il y a un crash sur le disque dur principal, il y a un disque dur, il y a un storage qui peut être backupé sans problème. Il faut noter aussi que on a les deux disques, c'est un crash, le deuxième il peut être remplacé encore physiquement sans aucun souci. La deuxième, le deuxième ou bien le deuxième IPVX qu'on est en train de traiter sur la partie entreprise, on parle de iX140. Donc là encore, on parle d'un IPVX qu'on peut le mettre sur une seule U, donc il prend une unité sur le rack. Il a jusqu'à 19 pouces sur la partie taille, donc il est supporté, on peut le mettre sur les différents racks qu'on a sur le marché. Et lui aussi peut supporter le RAID 1, comme on a expliqué tout à l'heure, avec si vous prenez un HDD de secours. Et bien sûr, il peut combiner deux cartes de type
analogique. On va voir donc les différentes combinaisons possibles là encore. Donc, pour la partie fonctionnalité, toutes les fonctionnalités de base donc, sur lesquelles on parle depuis le début, ils sont supportés sans aucun souci. Les principaux, donc on peut dire là, les principaux points de différence, c'est aller sur la partie donc, support des ports analogiques, il peut supporter jusqu'à 24 au lieu de 48 qu'on a vu sur le X160. Pour la partie BRI, c'est 8 ports, et pour la partie T1, c'est 8 ports. Les utilisateurs bon, sont illimités, mais comme j'ai expliqué, il ne faut pas dépasser un nombre qui est donc nombre d'extensions qui est logique et qui est donc là on parle de 1200 K. Il peut supporter jusqu'à 600 appels en simultané sur le G700 codec et jusqu'à 200 appels sur le codec G729. Bien sûr, toute la partie donc Secure SIP, donc c'est vraiment toutes les fonctionnalités qu'on a parlé sur le iX560, il est supporté. Par contre, sur la partie display, il est en VGA, mais pas en HDMI. Il a une petite LCD, chose qu'on ne trouve pas sur le iX160 qu'on a vu tout à l'heure. Donc, par contre, sur le iX140, on a la petite display. Lui aussi, il peut supporter jusqu'à 2 ports USB, donc USB 2.0. Donc ça, c'est pour le iX140. Et le dernier PBX qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le iX240. Alors là, par contre, sur la partie, donc il prend une unité et demie. Donc sur la partie rack, il faut prévoir donc, 2 unités de libre. Bien sûr, lui aussi, il supporte 2 cartes donc PCI. On va voir ensuite c'est quoi le max qu'on peut avoir de supporter sur ce iX. Alors les principaux fonctionnalités encore pour la partie RAID 1 et les gérer sans aucun souci, il y a pas de problème. On a aussi la redondance au niveau donc des ports d'alimentation sans aucun problème. Ça aussi, il faut le prendre en considération. D'accord. Donc pour la notion donc de port qu'il peut supporter, là aussi sur le analogue, le max sur la partie analogique, c'est 48 ports, donc soit 48 ports IFXS, 48 ports FXO, 8 ports sur le BRI et 8 ports sur le I1, T1 sans problème. Lui aussi, il peut supporter jusqu'à 600 appels en simultané sur le G711 et jusqu'à 211 appels simultanés sur le G720. Et principalement, il peut supporter tous les autres protocoles sans aucun problème. On peut mettre du SSD dedans, 2.5 ou bien 3.5 pour la partie SATA sans problème. Là aussi, les 3 séries, ils peuvent avoir, donc, comme on a dit, soit une static IP, la DHCP, gérer le DHCP, gérer un firewall, faire du VPN sur les différents protocoles internationaux. Gestion de fac sans aucun souci. Là aussi, il peut le faire sans problème. On a une capacité de RAM de 8. Il peut avoir jusqu'à 8 dans la RAM, comme le X140 et donc comme bien sûr le X160. Par contre, le X160P, il peut atteindre jusqu'à 32 Go. Pour la partie CPU, c'est là où il y a les grandes différences. Pour la partie CPU, donc sur le X160, donc on parle d'un CPU 1, donc Celeron N2930 pour le iX160 et un Intel i5 pour le iX204. Donc vous pouvez voir que la capacité de traitement, ça va changer. C'est pour ça qu'on a un nombre de traitements très colossal sur le iX, donc 300, le iX160. Donc là aussi, c'est les principaux fonctionnalités donc des lycées. Alors, pour faire un petit récapitulatif sur tous les modèles qu'on a vus, c'est ce qu'il faut prendre en considération, c'est que pour des petites entreprises ou bien des succursales qui ont un nombre restreint d'utilisateurs, il recommande d'utiliser le IC120. Si on a une petite entreprise qui utilise par exemple le GSM et tout, il n'a pas besoin d'investir dans une gateway GSM, il suffit donc d'utiliser le IC120. Sinon, pour les moyennes entreprises ou bien pour les gens qui souhaitent avoir un système plus stable et plus performant, donc on parle du C300, UC500 et UC501. Il faut noter aussi que l'UC501, toutes
toutes les séries de l'OpenVox, ils ont un système UPS qui permet de résister à des micro-coupures, chose qu'on ne trouve pas dans les boîtiers similaires, donc soit sur les UC Series ou bien sur les entreprises Series. Pour les entreprises qui souhaitent avoir de la redondance en termes, donc comme j'expliquais, soit en termes d'alimentation, en termes de disque-dur, en termes de ligne et tout, il est préférable de proposer ou de passer vers les entreprises services. Alors, avant de clôturer notre webinaire, j'aimerais bien qu'on partage ensemble un aperçu sur la configuration d'un UC. J'ai choisi pour vous un UC 500. Comme ça, vous pouvez voir ça ressemble à quoi l'interface et la simplicité de gestion de ces outils. Donc, je vais partager avec vous mon écran, comme ça, on peut voir ensemble de quoi je parle. Alors, donc ici, on a l'accès. Donc, le mot de passe par défaut, c'est admin. Donc, on fait le login. Donc, comme vous pouvez voir déjà, dès que vous vous connectez, il vous demande, donc il vous suggère de changer le mot de passe pour des raisons de sécurité et aussi de choisir le fuseau horaire correspondant à votre région. Ça, c'est très intéressant. On a une dashboard, donc dès que vous vous connectez sur l'OpenVox, vous avez la dashboard sur la gestion du système, donc la partie CPU, est-ce que c'est stable, la partie mémoire, est-ce que c'est bien, combien ça consomme. On a aussi la partie stockage, donc ici on n'a pas un stockage USB ou bien SD externe. Par contre, vous voyez que sur la partie locale, donc il y a 8 Go qui n'est pas utilisé. Donc on peut voir ici, puisqu'on a le UC500 qui supporte les 8 FXO, donc vous voyez est-ce qu'il y a une ligne qui est donc détectée ou non, puisque nous, c'est un IPX de démo, donc on n'a pas branché de FXO sûr, mais ici, vous pouvez voir l'état de santé des différents de vos lignes. Donc, pour y accéder, il faut toujours penser, donc l'adresse par défaut, il est mentionné sur le dos de l'UC100, donc des boîtiers. Vous vous mettiez sur le même réseau de ce boîtier-là, vous vous connectez, vous changez l'adresse IP sur votre réseau local et vous pouvez démarrer, bien sûr, la configuration. Donc, comme vous voyez voir, ici, on a le statut sur les différents, donc on peut voir la téléphonie service, sur les fax, ou bien sur le web service, ou bien sur la base de données. Il peut monitorer le tout. Sur la partie administration, donc on peut gérer, comme vous voyez ici, les différents paramètres de la partie réseau. Donc, si on veut changer, par exemple, l'adresse IP, ce qui est recommandé, c'est toujours d'avoir une adresse IP locale statique. Donc, ici, on peut avoir le nom du boîtier. Est-ce que c'est le mode, est-ce que c'est bridge ou c'est single? Donc, par exemple, si vous voulez le connecter directement vers un routeur, par exemple, pour dispatcher le réseau depuis ce 120, on peut le faire sans aucun problème. On a aussi, donc là c'est la partie WAN, donc si on souhaite le connecter vers un routeur, et ici c'est la partie LAN. Donc je vous recommande vivement d'utiliser l'adressage statique parce que les téléphones, ils auront accès, pour la partie provisioning et gestion, il est fortement recommandé d'utiliser l'adresse IP. Donc statique, on peut mentionner les différents paramètres de l'adressage sans aucun problème. On a la notion, comme j'expliquais, de VPN client, donc soit sur l'OpenVPN, le N2N, le L2TP, le SSTP, comme vous pouvez voir ici. Il y a la gestion des routes statiques, donc si vous souhaitez gérer des routes statiques, par exemple si vous mettez comme corps du réseau le UC500. On a aussi le DIN DNS si on souhaite avoir un DIN DNS, donc, si vous avez besoin, vous pouvez le faire sans aucun problème. Et vous pouvez bien sûr configurer le serveur, le UC500 comme un serveur principal. La seule chose qu'il faut noter, c'est que si vous l'utilisez comme serveur DHCP, il faut s'assurer qu'il n'y a pas
donc un autre serveur DHCP dans le réseau pour ne pas créer des conflits. Et il faut rebooter, donc redémarrer le boîtier avant que ça prend donc, en considération cette notion de DHCP serveur. Donc c'est les principaux, on peut dire, notions donc d'administration de base de l'UC 500. Donc ce qu'on va faire actuellement, par exemple, on va voir la partie PBX. Donc ici on a la partie extension. Par exemple, si on souhaite créer une extension, donc on peut l'ajouter directement depuis ici. Comme vous voyez, il y a des extensions qui sont préconfigurées. À n'importe quel moment, vous pouvez configurer vos propres, donc, extensions sans aucun souci. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a la notion de groupe d'appel. Donc, par exemple, on peut définir le 600 comme un groupe d'appel. Si ça va sonner chez toutes ces personnes-là. Donc, on a des stratégies sur le ring all, donc sur la partie groupe. Donc, on peut choisir, soit ça va appeler le premier contact, ou bien ça peut appeler tout le monde, ou bien ça peut suivre un ordre spécifique. Et bien sûr, on a le temps de sonnerie qu'on souhaite avoir sans aucun problème pour passer d'un appel à un autre. Et bien sûr, on peut aussi choisir une destination s'il n'y a pas de réponse. Ça sonne chez tout le groupe, personne ne prend l'appel. On peut rediriger l'appel vers une autre extension sans aucun problème. On a aussi la notion, comme j'expliquais, follow me. Donc, par exemple, pour le 101, donc si quelqu'un en interne ou bien en externe appelle le 101, on peut définir les autres. Voilà, ici on a le follow me list et on peut choisir qui sont les personnes qui peuvent donc répondre à l'appel si le 101 il est occupé. Comme vous voyez voir, il y a aussi la destination de non-réponse qu'on peut choisir sans aucun souci. Ensuite, on a la notion des trunks. Donc ici, on peut ajouter, si on souhaite, si on a des trunks qui sont d'autres passerelles, si on utilise d'autres passerelles, ou bien on souhaite connecter l'OpenVox avec un autre IPVX, c'est sur cette partie-là trunk qu'on peut le faire. Alors le trunk FXO Channel Group, c'est celui du gateway intégré, donc sur la carte intégrée, comme vous pouvez voir ici. Et on peut ajouter des trunks selon ce qu'on souhaite. Donc soit on peut ajouter un SIP trunk, comme on peut ajouter donc, un FXO trunk si on a, ou bien un custom trunk. Alors pour la partie SIP trunk, on a encore les différents choix. Donc soit pour s'authentifier, le mode authentification IP, ou bien client, ou bien serveur, sans aucun souci. Et bien sûr, il faut remplir les informations nécessaires. On a encore, qui est très important, c'est la gestion des appels inbound. Donc on peut choisir le destination. Ici, par exemple, on a le link, si vous vous rappelez, c'est le ring group 600 qui va répondre en cas vous en êtes sur toutes les extensions. Par contre, on peut faire des règles spécifiques pour que ça soit sur une seule personne. Et si on a, par exemple, un accès de base, bien un accès primaire, un gateway qui est connecté et qu'on a une DID qui est destinée pour bien un SDA, on a un numéro direct, on peut renseigner ici. Et ça va sonner directement chez le port. Donc, on peut gérer les appels via DID. Ensuite, on a le outbound. Donc, on peut voir qui sont les gens qui ont le droit donc, de sortir. Donc, on peut définir les routes et tout. Ce qu'il faut savoir aussi, que dans la notion donc, de pattern, on peut choisir les patterns qu'on souhaite avoir. On a aussi là, la partie... Donc, si on souhaite mettre en place une musique d'attente spécifique ou bien donc, des informations spécifiques. On a la notion des cat restrictions, donc on peut restreindre des appels, on peut blacklister. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on a la notion d'un IP list blacklist pour blacklister les différents utilisateurs. Ou bien, si on a une miscommunication, ou bien on est en train de phase de test, on peut autoriser ou bien choisir des IP qu'on ne souhaite pas les blacklister. Comme j'ai expliqué sur la partie outbound, donc on peut faire des restrictions sur des utilisateurs qui n'auront pas le droit de faire des appels vers l'extérieur, comme on peut restreindre des appels ne pas rentrer chez nous, donc ils seront blacklistés directement dès qu'ils appellent. Donc ça, c'est très intéressant. Comme j'ai expliqué tout à l'heure,
On a la notion de gestion de temps, donc on peut choisir donc euh, des conditions sur le temps, donc pour les appels, les appels donc entrants par exemple, et on peut donc les définir nos routes selon les horaires qu'on souhaite avoir, sans aucun problème. On a la notion de gestion de FXO Channel ID. Alors, pour les 8, donc par exemple ici on a 8 FXO, pour chaque FXO, on peut définir le numéro exact, comme ça, on peut gérer ça directement dans les inbound rules depuis le DID. La partie call features, c'est là où on peut trouver les fonctionnalités avancées, donc comme la notion d'IVR. Donc ici, on peut avoir donc, pour ajouter des répondeurs automatiques, pour créer des queues, pour avoir donc un phone book, configurer donc des conférences sans aucun problème, programmer la notion des callbacks. Donc les différents vraiment outils, donc la pagine et la partie intercom aussi, on peut la trouver ici. Et on a la notion du wake up service. Donc, comme j'expliquais, si vous voulez programmer un réveil sur un numéro, vous pouvez le faire directement ici, choisir la partie, le temps et la date souhaitable. On a la partie, comme j'expliquais, donc les prompts, quand on dit prompt, c'est les sons ou bien les messages vocaux utilisés généralement dans le système. Donc, quand vous voyez ici, on peut avoir nos propres trends, comment on peut les gérer. Donc, on peut choisir d'autres langues, par exemple ici le français, pour gérer les appels entrants, comme on peut mettre nous-mêmes des prompts qu'on souhaite avoir. Donc, pour la partie setting, donc tout ce qui est gestion de l'administration et tout, vous pouvez le voir ici. Et le point encore intéressant, c'est la partie donc gestion de fax. Quand vous voyez ici, on peut créer des fax clients, des fax viewers. Et on a aussi la partie rapport, donc on peut avoir sur ce point-là sans aucun problème. Et on a la partie donc extra, la partie vidéoconférence et le module, donc hôtel. Et on a aussi la gestion des logs, donc il est nécessaire par exemple d'activer les logs CDR si vous souhaitez l'avoir. Je m'excuse. Donc c'est très intéressant aussi. Et on a, pour clôturer, donc la partie changement. La partie changement de password qu'on peut faire directement. Donc je vous remercie pour... D'accord. Je m'excuse. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques que vous souhaitez sur lesquelles on peut répondre. Donc, je vous remercie pour votre présence et on se donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Merci.